Eh bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue donc de nouveau animé de leur présence et de leur soutien à nos côtés. Comme d'habitude, donc nous enregistrons ce webinaire en replay pour ceux qui souhaiteraient. On fonctionne comme d'habitude sur l'intervention par chat. N'hésitez pas donc à poser vos questions tout à la fin. Il y a toujours un temps d'échange pour poser toutes vos questions. Voilà, je laisse la main à Alain. Bonjour à toutes et tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui. Donc moi, Alain Arsi-Casa, j'ai une expérience d'une 30aine d'années en encadrement d'équipes de sites et de services RH. J'ai créé ma société il y a un peu plus d'1 an donc pour intervenir en tant que responsable RH à temps partagé au sein des TPE-PME, soit sur des missions courtes, soit sur des missions plus longues. Et je fais partie donc de la franchise qui s'appelle Bras droit des dirigeants. Voilà, donc et à mes heures perdues, j'anime aussi la présidence d'une résidence de tourisme moderne, donc je vous le dis puisque c'est ce qui va nous servir d'exemple par rapport au sujet qu'on va traiter notamment aujourd'hui. Je laisse la parole à Sandrine. Merci. Donc moi je suis Sandrine Plançon, consultante indépendante l'Atelier des consultants. J'ai une carrière d'une 30aine d'années en QSE dans l'industrie, essentiellement dans l'emballage. Et aujourd'hui, on va donc parler de plan de continuité d'activité. Ça a été un de mes sujets phares, plutôt la gestion de crise il y a quelques années. Voilà. Je voulais vous dire que dans le courant de la présentation, on va travailler beaucoup avec un support de bras droit des dirigeants, mais également, on a prélevé quelques schémas et quelques définitions dans une revue, une publication des éditions Amrae, parce que ça me paraissait vraiment intéressant. Les schémas sont bien faits. Et donc, je vous suggère, si le sujet vous intéresse, c'est bien d'aller piocher dans ce bouquin-là qui est tout à fait disponible en accès libre. Vraiment intéressant. Je garde le contrôle, enfin même je le prends d'ailleurs. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de comprendre l'intérêt du PCA, le plan de continuité d'activité, et surtout, une fois qu'on a compris l'intérêt, c'est de savoir comment on va le faire avec une démarche en 8 étapes et surtout des exemples dont parlait Alain tout à l'heure, basés sur sa propre expérience. Voilà, donc le sommaire, on va faire une petite différence rapidement entre qu'est-ce qu'une gestion de crise et qu'est-ce que le plan de continuité d'activité. Les deux sont liés mais sont légèrement différents. Ensuite, on va se poser des questions sur les impacts ou les effets de la crise sur l'entreprise. À quoi ça sert d'avoir mis en place le PCA? On va le mettre en place en 8 étapes, en prenant l'exemple de la pandémie, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a tous en tête, qu'on a vécu les semaines précédentes. Donc, ça va parler à tout le monde. Et puis, on verra des cas hors pandémie, puisque la crise et le plan de continuité d'activité, on a plutôt connu ça dans les entreprises pour d'autres thèmes que la pandémie. C'est seulement peut-être la deuxième fois qu'on a ça à traiter dans notre carrière. Donc, en quelques schémas, à la fin du webinaire, je vous montrerai les différents cas possibles. Voilà, donc gestion de crise ou plan de continuité d'activité, ça c'est la bonne question. Alors, la crise, on définit ça comme une atteinte portée aux ressources de l'entreprise ou à son capital. La première crise dont je vais parler, et puis je vais vite m'arrêter parce qu'elle ne fait pas l'objet d'un plan de continuité d'activité, c'est la crise dite de visibilité, quand on a porté atteinte à l'image de marque de votre entreprise. Je vais vous donner quelques exemples tout à l'heure, juste après, de ce que ça pourrait être, mais une crise de visibilité, ça ne va pas se traiter avec un plan de continuité, ça va se traiter avec une communication extraordinaire pour pallier aux diffamations ou autres sujets. Par contre, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qu'on va appeler plutôt les crises opérationnelles, qui vont donc porter atteinte à un certain nombre de ressources. Pour ceux qui sont habitués des outils qualité, on va retrouver ici un petit peu l'outil 5M, c'est-à-dire les ressources humaines,
ça sera le cas par exemple qu'on va traiter aujourd'hui de la pandémie. Les ressources matérielles, on a des équipements critiques qui ne sont pas utilisables. Donc ça peut être une crise et ça peut demander un PCA. La plus connue peut-être, c'est la crise informationnelle, c'est-à-dire on est en panne de réseau informatique. Qu'est-ce qu'on fait? Crise chez nos partenaires, on n'a plus de prestataires, on n'a pas de fourniture de matière ou autre. Et puis, c'est celle-ci, outils de production, les locaux, on ne peut plus travailler parce qu'il y a eu un incendie ou une catastrophe. Donc, c'est comme ça qu'en fait, les procédures de gestion de crise avaient été mises en route, mises en place il y a plusieurs dizaines d'années pour pallier à cette crise-là. Donc, en face de ces crises opérationnelles, il y a 3 étapes, en fait. Selon l'intensité de l'événement ou du sinistre, on va avoir à mettre en place les procédures dites d'urgence. Si je prends l'exemple de l'incendie ou de l'inondation, la procédure d'urgence, ça va être de mettre à l'abri le personnel, les salariés, les visiteurs, et de protéger les biens, c'est-à-dire d'arrêter le feu. Ça dure quelques heures après que le sinistre se soit produit. Tout de suite après, on va enchaîner sur la procédure de gestion de crise qui prend en compte, enfin qui va être gérée par un petit groupe. Ça, on l'a souvent défini dans les procédures d'urgence, qui prend le relais après l'urgence pour traiter la crise. Traiter la crise, qu'est-ce que c'est? Ça va être savoir comment on continue à livrer les clients, à faire du business, tout de suite maintenant. Comment on communique, si c'est vraiment important, on imagine qu'il y a un incendie qui a détruit complètement l'établissement, qui est autorisé à communiquer, avec qui, quoi, bien définir ça pour qu'on ne tombe pas sur une crise d'image de marque, par exemple. Et puis, on va commencer à travailler avec les assurances, faire des relevés pour avoir tous les documents. Donc là, c'est seulement quelques personnes qui vont animer la cellule de crise, et c'est tout. Et en parallèle de ça, on va avoir le plan de continuité d'activité qui, lui, finalement, concerne toute l'entreprise, tous les chefs de service, toute la direction, pour savoir comment on continue à travailler malgré que l'événement soit arrivé. Et c'est le sujet de la webinaire d'aujourd'hui. Alors, quelques exemples de crise, et puis après, on rentrera dans le vif du sujet. Donc, une atteinte portée aux ressources humaines. On va traiter le cas de la pandémie, mais ça pourrait être, par exemple, une grève longue, où on n'a plus accès aux locaux, plus accès aux matières premières, plus accès aux équipements de travail. Donc là, on n'a pas de ressources humaines, on ne peut pas travailler. Donc, on peut l'imaginer et savoir comment on va faire avec ça. Atteinte aux ressources matérielles, on a un équipement qui est critique, qui fait 70-80% de notre chiffre d'affaires, il tombe en panne. Ou bien, pour une raison ou une autre, il y a une non-conformité réglementaire. On a acheté un nouvel équipement, on compte dessus, on a déjà pris les commandes, et finalement, on n'a pas l'accord pour démarrer cet équipement-là d'un point de vue réglementaire. C'est un peu dommage d'en arriver là, mais si c'est le cas, on va avoir une crise par rapport à ça, on ne va pas pouvoir livrer les clients. Informatique, qu'est-ce que ça peut être? Un bug dans notre propre système ou une attaque. On a vu ça l'année dernière, hein, des attaques avec des grands groupes qui se sont trouvés dans l'incapacité de travailler. Qu'est-ce qu'on fait quand on est sujet à ça? Atteinte chez nos partenaires. Donc là, c'est vraiment le fournisseur ou le prestataire défaillant. Donc j'imagine plutôt le fournisseur parce que lui-même, il est en grève, ou lui-même, son usine a été détruite, ou lui-même, il a sa principale machine qui est en panne. Voilà, il faut gérer et il faut continuer à travailler dans cette situation-là. Alors, l'outil de production, les locaux, c'est vraiment la crise la plus importante que l'on puisse avoir à traiter, puisqu'on ne peut plus du tout travailler parce qu'il y a eu un incendie, parce qu'il y a eu un événement climatique, une inondation, un tsunami. Voilà, je ne vois pas d'autres cas. Ça pourrait être aussi un événement social. J'ai appelé ça pudiquement manifestation aux portes de l'établissement. On a connu quand même des gros problèmes il y a 18 mois, 1 an, sur les manifestations du samedi. Ça peut être considéré comme une crise,
puisqu'on ne fait plus de chiffre d'affaires, on ne peut plus livrer les clients à ce moment-là si on ne peut plus ouvrir les commerces. Et pour l'image de marque, ça pourrait être des informations qui circulent sur les réseaux sociaux, par exemple, de la diffamation sur des personnes dans l'entreprise ou sur l'entreprise elle-même ou sur des produits de l'entreprise. Et puis, j'ai mis là, parce que je ne savais pas trop dans quelle case le mettre, tout ce qui est, pour les gens qui travaillent dans l'agroalimentaire, des contaminations. Donc là, on ne va pas mettre de plan de continuité d'activité, on va gérer une crise. On a contaminé un produit alimentaire, on va mettre en place des procédures de rappel, etc. On pourrait le caler ici, parce que là, ça pourrait avoir vraiment un gros impact sur l'image de marque. On a vu ça avec du lait, des steaks hachés, des boissons, ça joue beaucoup. Voilà pour cette partie-là. Et puis, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet avec les effets de la crise sur l'entreprise en prenant le cas de la pandémie. Je te laisse prendre le contrôle, Alain. Voilà, je reprends donc le contrôle et la parole par la même occasion. Donc voilà, les effets, Sandrine a présenté un peu les différentes crises qui pouvaient arriver sur l'entreprise et ces crises vont avoir différents effets en termes notamment d'activité, puisqu'on va pouvoir se retrouver soit dans une situation de cessation totale d'activité, hein, ça a été le cas là, pour la pandémie, puisqu'il y en a qui ont eu une fermeture administrative de leurs établissements. Une continuité d'activité partielle, ça a été le cas un petit peu de tout ce qui était, on va dire, fonction publique, administration, où il a fallu continuer, mais souvent que partiellement. Et puis, on a aussi voilà, certaines entreprises ou administrations qui vont se retrouver avec une activité normale, voire une suractivité. Donc, dans ce cas-là, si je suis en cessation d'activité totale, effectivement, il va falloir que je mette en sécurité l'entreprise, on verra après, et qu'on prépare aussi, même si on ne connaît pas forcément encore l'issue, la reprise partielle et normale. Si on est en continuité mais partielle, effectivement, comment je maintiens cette activité partielle en focalisant sur les activités essentielles et comment je vais commencer à préparer un retour normal à l'activité, toujours avec une priorité qu'il faudra gérer dans tous les cas, c'est la protection des salariés. Et si effectivement je continue, voire je suis amené à faire une suractivité, hein, ça peut être les cas des gens qui produisaient du gel hydroalcoolique, à un moment donné il a fallu plutôt en produire plus, comment j'organise du coup mon activité ou ma suractivité et comment je m'adapte avec l'ensemble de mes partenaires, et toujours une priorité qu'on verra, c'est la protection des salariés. Qu'on soit dans l'un ou l'autre de ces cas, on se retrouve à un moment donné à devoir gérer une continuité d'activité dans des situations qui ne vont pas être les situations nominales. Et c'est là où le PCA intervient en se disant, mais qu'est-ce que je dois faire de particulier pour arriver à gérer au mieux une de ces situations avec forcément des ressources qui ne sont pas les ressources habituelles. Donc voilà, donc pourquoi un PCA ? Effectivement, ça va permettre d'organiser les actions à mener pour faire face à des situations inédites. Hein. Situation de crise, en général, ce n'est pas celle qu'on attend. Donc là, en l'occurrence, on va plutôt focaliser sur la pandémie, puisque c'est celle qui nous a occupés depuis quelques mois. L'idée, c'est de garantir d'une part la pérennité de l'entreprise, hein, comment on fait pour que l'entreprise continue à exister. Et puis, il y a toute la partie relation avec les partenaires, que ce soit les clients, les fournisseurs, les partenaires institutionnels ou autres. Le PCA, il doit aller dans plusieurs sens. Un, c'est d'arriver à maintenir l'activité ou les activités essentielles de l'entreprise. Le deuxième, Sandrine en parlait tout à l'heure, effectivement, il y a la mise en sécurité de l'entreprise. Hein. À un moment donné, si ça prend feu, la première chose, c'est d'arrêter le feu. On ne va pas commencer à appeler les clients ou les fournisseurs. La protection des salariés, on le verra, c'est souvent un focus prioritaire. Et puis, qu'est-ce qu'on fait aussi pour essayer de maîtriser l'évolution des résultats financiers. Et un petit schéma derrière qui va venir nous préciser un petit peu ça. Voilà, donc si on essaye de modéliser l'impact d'une crise opérationnelle, on a ici la progression normale, on va dire, de l'entreprise et de l'activité. Et puis effectivement, quand la crise arrive, moi j'aime bien cette définition, en fait la crise elle va provoquer une rupture d'équilibre. C'est-à-dire que j'étais sur ma droite là et d'un seul coup, plouf. En général, quand l'équilibre se rompt, j'ai une tendance naturelle à chuter.
Donc là, c'est l'activité fait de même, elle suit la chute. Et donc, mes résultats, forcément, mon activité et mes résultats chutent de façon assez violente. L'objectif de la mise en place d'un PCA, ça va être d'amortir cette chute. C'est-à-dire déjà de faire en sorte que la chute soit moins brutale que ce qu'elle aurait été si on avait juste été là à la subir, et puis de remonter plus rapidement dans la situation où on se trouvait. Voilà. Il faut savoir que souvent, même quand on va se situer derrière dans une période de suractivité, le moment où la crise se produit, on a, même si elle va être du coup minime, mais un effondrement qui se produit avant qu'on arrive à redémarrer. Ça a été le cas, hein, quand l'annonce est tombée de on arrête tout le 15 ou le 16 mars. Je veux dire, tout le monde s'est mis à l'arrêt et certains se sont posé la question, après, comment je redémarre, éventuellement, comment je redémarre même plus vite qu'avant. Voilà, donc ce petit schéma est vraiment intéressant, hein. On ne va pas, avec le PCA, empêcher que la crise ait des effets. Par contre, le but, c'est vraiment d'arriver à en limiter l'impact. Donc le PCA, on va voir, c'est quelque chose d'assez construit qui va essayer de cerner les différents points qu'on a pu voir avant, et donc ça se décline en 8 étapes. Quelles sont ces 8 étapes? La première, ça va être de se dire, effectivement, il faut bien que quelqu'un, comme tout projet, quelqu'un soit en phase de mener ce projet-là de PCA. Donc, qui va être à même de le préparer, de le mettre en œuvre et de veiller à ce qu'il se déroule dans les bonnes conditions. Donc, à un moment donné, il faut qu'on ait quelqu'un qu'on a identifié qui va être l'acteur principal de ce PCA. Comme on va être quand même en crise, même si la gestion de crise, Sandrine en a parlé, on est plutôt souvent orienté vers la communication et vers la communication externe. On va quand même mettre en place une cellule de crise qui va avoir comme objet de mettre en œuvre et de dérouler ce PCA. Une étape 3 qui va concerner tout ce qui est risque et tout ce qui est protection. Donc on verra, dans le cas de la pandémie, c'était essentiellement sur le côté protection des salariés. On va, dans une 4e étape, identifier les activités essentielles à maintenir. Qui va avec ces activités essentielles, c'est les ressources dont on va avoir besoin du coup pour maintenir ces activités. Il va falloir qu'on définisse le ou les modes d'organisation associés à chacune de ces activités. Qu'on valide quand même à un moment donné contractuellement, que ce soit avec nos partenaires, nos banques, nos assurances, on n'ait pas un suraccident ou une complexité supplémentaire qui vienne s'ajouter à cela. Et puis, effectivement, la dernière étape, c'est de se dire, à un moment donné, ça va arriver plus ou moins rapidement, mais comment je m'organise pour sortir de cette crise et revenir à une activité plus normale. Donc, on va dérouler un petit peu ces 8 étapes. Voilà. Donc, la première étape, effectivement, définir un responsable pour piloter le PCA. Donc là, comme toujours, la direction va désigner une personne, et comme on est sur une notion à un moment donné de délégation de pouvoir, il faudra qu'on veille à ce que la personne ainsi désignée ait bien les compétences pour mener à bien ce PCA, et en ait aussi les pouvoirs, et à travers les pouvoirs, les moyens de le mettre en œuvre. Et puis, comme on est aussi dans une situation de crise et particulière, il faut effectivement qu'on ait aussi quelqu'un qui ait tout de suite été identifié comme étant suppléant, parce que du coup, si la personne en charge du PCA à son tour, on le verra là, deviendrait porteur du Covid et obligé de se mettre en quatorzaine et injoignable, et effectivement, il faut que quelqu'un prenne le relais. Boris Johnson, par exemple, c'est une bonne image. Il faut effectivement qu'on identifie les personnes clés pour gérer la crise. Et là aussi, pour chaque personne clé qu'on aura identifiée, qu'on soit capable de nommer ou d'identifier en tout cas un remplaçant qui pourra prendre le relais. Donc ça, c'est une étape qui, en plus, a l'avantage celle-là de pouvoir se faire déjà en amont sans problème, et peut être générique, un plan de gestion de crise plus général. Ça, c'est des choses qu'on peut avoir anticipé. Derrière, effectivement, tout de suite, une fois que j'ai décidé mon référent et une fois que la crise arrive, la première chose, c'est la cellule de crise. Donc, effectivement, on va mettre en place un groupe de travail. Alors, suivant l'entreprise, suivant sa taille, suivant son métier, suivant son activité, effectivement,
je vais avoir dans ce groupe de travail des ressources internes. Potentiellement, je peux avoir aussi des ressources externes. Souvent, on va voir dans les grands groupes, quand il y a des choses comme ça, on va avoir des spécialistes d'un métier ou de la criticité qui s'est posée, qui vont être sollicités pour intervenir. Dès qu'on met en place une organisation particulière et plan de crise, hein, notamment dans les plus grosses entreprises qui ont un CSE, il faut qu'on pense à informer le CSE des actions ou de la façon dont on organise ce plan. Cette cellule de crise, effectivement, il va falloir qu'elle se tienne informée des mesures prises par les pouvoirs publics au jour le jour. Hein. Il faut qu'on soit en phase avec l'actualité, qu'on identifie clairement, on en a pas mal parlé, ça aussi, justement, au moment de la pandémie, de où je vais chercher l'information, c'est-à-dire quelles sont les structures externes officielles vers lesquelles il faut se tourner quand on est en recherche d'informations. On est souvent, et c'est un des gros points aussi, où on est en parallèle avec la crise, où tout circule sur l'entreprise, et comment je différencie l'information officielle de l'information officieuse, et surtout de l'information fausse. On est là aussi amené à communiquer régulièrement, et particulièrement, là on le voit, je disais avant, en communication de crise, on est plutôt sur de la communication externe. Sur la partie PCA, on va plutôt être sur de la communication interne. Donc, comment je communique régulièrement avec mes salariés, comment je communique avec mes institutions représentatives, comment je communique, on le verra tout à l'heure, par exemple, dans le cas, nous, du DER, où on a une équipe d'associés qui est fortement impliquée, comment je communique avec les associés de l'entreprise. Mais on voit bien qu'on est sur l'interne de l'entreprise. Derrière, effectivement, cette cellule de crise, elle va devoir suivre le déroulement du PCA et définir les moyens d'information. Vous voyez un petit lien qui apparaît en dessous. On avait prévu de mettre en face un exemple par rapport à chaque phase, mais on a un petit souci technique, alors qu'on a mis du coup un petit PCA en place pour voir comment on allait pouvoir le résoudre. Et donc, on va dérouler les 8 étapes en théorie, et je vous déroulerai après un petit peu un exemple de ces différentes phases et de la façon dont elles peuvent se formaliser dans le cas de la résidence de tourisme que je préside. Donc voilà, donc les 2 premières étapes, j'ai défini un responsable de ce PCA et j'ai mis en place la cellule qui va l'accompagner pour le déroulement de ce plan de continuité. Derrière, effectivement, tout de suite, l'étape qui intervient, c'est la partie risque et protection. Alors, il va y avoir protection des biens et il va y avoir protection des salariés. Le rappel qui est là, hein, les obligations de l'employeur, l'employeur a l'obligation d'assurer la sécurité, que ce soit physique et mentale, des salariés. Et donc, pour cela, effectivement, l'employeur doit prendre des actions de prévention, des risques professionnels et pénibilité, c'est générique, des actions d'information et de formation, et aussi la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Et là, c'est surtout, on va dire, sur ces 2 derniers points où le sujet devient intéressant dans le PCA. Et il doit veiller à l'adaptation des mesures pour tenir compte des changements de circonstances. Là, on est en plein dedans. On a un événement qui arrive, qui vient bouleverser l'équilibre dans lequel on était. Ça ne ronronne plus, il faut prendre des décisions. Donc, pour rappel, les 2 obligations de l'employeur, c'est effectivement cette obligation de sécurité qui doit être complétée par une obligation de moyens renforcés. Donc, il doit mettre les moyens pour protéger notamment les salariés. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé dans le cadre de la pandémie en rapport avec cette notion de situation de protection des salariés? C'est tous les gestes barrières et les gestes de distanciation qui sont mis en place, qui ont été fortement impulsés par on va dire par les mesures gouvernementales et par rapport au conseil scientifique qu'ils pouvaient avoir. Hein, donc on ne va pas les redétailler, enfin on peut les lire, mais pas les détailler. C'est la distanciation physique, c'est le lavage des mains, c'est le port de gants ou de masques si nécessaire, c'est des nettoyages renforcés de locaux, et c'est effectivement la gestion par chacun individuellement d'un système d'alerte si jamais il avait été ou il est en contact avec un cas de Covid, etc., etc. On verra quelques autres exemples par la suite, en sachant que là, on rejoint sur ce dernier point le côté que l'employeur a des obligations, mais le salarié en a aussi vis-à-vis de sa sécurité et de celle de ses collègues de travail.
Et que donc là-dessus, c'est important, ou en tout cas, c'était important de lui rappeler qu'effectivement, la posture qu'il avait pendant cette période permet aussi de lutter contre le développement de cette crise, et notamment son devoir d'information vis-à-vis à la fois de sa santé à lui, mais des endroits où il avait pu aller qui pouvaient l'amener, notamment dans les déplacements et les zones à risque, à être porteur du virus. Voilà, donc on ne va pas trop s'éterniser là-dessus, mais obligation de l'employeur, obligation du salarié, et donc l'idée de tout ça, c'était de prendre des mesures qui venaient protéger le salarié. On l'a vu, on parlait d'information, hein, donc les mesures de prévention, on les joint aussi avec de l'information qui, en l'occurrence, prenait l'objet de différentes typologies d'affichage. Maintenant, c'est bien connu pour tout le monde, même si ça l'était moins il y a quelques mois. Et puis, toujours important vis-à-vis de ça aussi, vis-à-vis du documentaire, mais on a animé déjà quelques webinaires sur le sujet avec Sandrine. C'est n'oublions pas la nécessité de mettre à jour le document unique, hein. Il s'est produit un nouvel événement, ça a modifié nos façons de travailler, ça a modifié nos organisations. Et le document unique doit être mis à jour. Et puis, dans certains cas, il y a aussi à mettre à jour les plans de prévention, hein. Si j'ai des entreprises qui viennent et qui continuent à venir régulièrement travailler chez moi, il faut que je le gère. Ou si moi, j'ai des activités qui m'amènent à aller travailler régulièrement, que je veille à ce que les plans de prévention qui régissaient mon intervention soient aussi mis à jour. Et puis pour ceux qui travaillent, qui ont une activité qui monopolise assez fortement du chargement, du déchargement, de la livraison, il y a tout ce qui est protocole de sécurité. Donc c'est aussi une étape essentielle. Ce n'est pas le tout de mettre en place les actions, c'est qu'il faut qu'on pense aux outils supports qui permettent de les faire vivre et de les formaliser. Voilà. 4e étape. Donc là, j'ai mis ma cellule de crise en place, j'ai pris mes précautions pour éviter quelque part qu'il y ait un suraccident ou qu'il y ait des conséquences plus graves, hein. J'ai mis en place les mesures premières pour assurer la sécurité de mon entreprise et de mes salariés. Maintenant, je commence à me dire quelles sont les activités essentielles que je décide ou que je dois maintenir. Là, la première étape, ça va être de recenser effectivement dans mes activités aujourd'hui, quelles sont celles qui sont indispensables, plus ou moins. Donc là, ça va pouvoir être, hein, suivant les activités, liées à des clients, liées à des fournitures, liées à une activité opérationnelle, hein. Centrale nucléaire, on sait que ça ne s'arrête pas comme il faut. Donc la première chose, ça va être de gérer ça. Il y a d'autres activités qui s'arrêtent bien. Et surtout, qu'est-ce que je vais continuer voilà, si j'ai 3 productions, est-ce qu'il y en a une qui est à privilégier sur les 2 autres? En fonction de ça, effectivement, quels sont les fournisseurs, les prestataires qui vont me permettre de poursuivre cette activité? Ça peut être des transporteurs, parce qu'effectivement, mon activité demande beaucoup de transport. Est-ce que les transports sont toujours en situation de circuler? Est-ce que mes prestataires sont disponibles? Pour pouvoir continuer, regardez, ça a été le souci, là, les gens qui éventuellement fabriquaient j'en ai un beau devant moi, un écran plexiglas, assez rapidement, il y a eu rupture de matière, hein. Il y en a eu d'autres, hein, dans l'informatique. Assez rapidement, il y a eu aussi des ruptures de certains composants. Donc, ce n'est pas le tout que je veuille poursuivre mon activité, mais j'identifie aussi les points faibles qu'il peut y avoir. Et puis que j'oublie pas, parce que c'est quand même ceux qui me font vivre, quelles relations je vais entretenir avec mes clients, et notamment si j'ai des clients qui sont essentiels pour moi, comment je communique, comment j'interviens vis-à-vis d'eux, et quelles mesures de réassurance je peux avoir avec eux. Donc là, on identifie déjà les activités essentielles. Sur celles-là, comment je vais pouvoir les assurer? Quels sont les moyens que je vais avoir à ma disposition pour les assurer? Est-ce que je pourrais les assurer? Et puis du coup, une fois que je sais ce que je vais pouvoir continuer à faire, j'informe mes clients. Alors pour certains, ça va être de leur dire, attendez, pendant un mois, je pourrais pas vous satisfaire. Et pour d'autres, effectivement, je vais peut-être continuer, mais à une vitesse moindre qu'avant. Le 5e point, c'est de rentrer un petit peu dans le détail, alors pas seulement au niveau des fournisseurs, mais y compris en interne. Est-ce que j'ai les ressources essentielles pour poursuivre ces activités?
si on est dans une activité notamment de main-d'œuvre, effectivement, est-ce que je vais déjà avoir les ressources humaines nécessaires? Ça a été un des gros sujets pendant le Covid. On était encore, la semaine dernière, le webinaire, des gens qui nous disaient, mais comment, moi je ne sais pas quand mes salariés vont revenir, il y en a encore 3 qui s'occupent des enfants, 2 qui ont un conjoint qui est à risque, voilà, pour le moment je sais qu'ils sont absents, mais je ne sais même pas quand est-ce que ça va prendre fin. Effectivement, donc il faut gérer, en l'occurrence, il faut recenser les ressources qu'on a à disposition, et notamment celles qui vont nous permettre de poursuivre les activités qu'on souhaite poursuivre. Est-ce que j'ai les utilités ou pas, est-ce que j'ai l'informatique? Est-ce que j'ai le téléphone? Est-ce que j'ai ce qui va me permettre de communiquer? On en parlait tout à l'heure. Est-ce que j'ai encore des locaux? S'il y a eu un incendie, je n'ai pas forcément de locaux. Là, pour nous, c'était les questions qui pouvaient se poser. C'est effectivement par rapport à mes prestataires. On est souvent en sous-traitance informatique. Est-ce que mon sous-traitant informatique, il est toujours, lui, opérationnel? Et est-ce que, du coup, il va m'assurer ma maintenance? Voilà, les prestations externes ou internes. Je dois entretenir mes locaux. Est-ce que j'ai toujours des gens qui vont les entretenir? Est-ce que c'est des choses que je dois reprendre en interne parce que mon fournisseur externe ne le fait plus, etc. Et puis, on en parlait déjà avant, est-ce que mes fournisseurs vont pouvoir me livrer? Donc voilà, il faut vraiment étape incontournable pour valider qu'on pourra bien mettre en place et poursuivre les activités qui sont essentielles pour nous. Et donc là, effectivement, si on est amené à fermer un site, il faut aussi qu'on prévoie ce qui va se passer pendant cette fermeture de site. On parle là de la communication, des actions à mener, mais en plus de ça, sur une fermeture de site, comment je m'assure aussi que, je vois nous, résidence de tourisme, on était parti pour être fermé, on a été fermé pendant 2 mois et demi. Comment je m'assure qu'on n'ait pas des squatteurs qui viennent gentiment prendre possession de la résidence si on est pendant 2 mois et demi absent, quoi. Donc, il y a plein de questions qui se posent qu'il faut arriver à appréhender et surtout à prendre les décisions qui vont avec. On sait les activités qu'on va maintenir, on sait qu'on a les ressources, normalement, qui vont pouvoir les maintenir. Maintenant, comment je m'organise pour faire en sorte que tout cela fonctionne? Donc effectivement, dans notre cas qui était le cas de la pandémie, j'avais déjà 2 questions qui se posaient. Est-ce que l'activité que j'ai décidé ou les activités que j'ai décidé de maintenir demandent une présence obligatoire sur site? Ou est-ce que les activités que j'ai décidé de maintenir peuvent être réalisées à distance? En sachant que dans le cas qui nous intéresse de la pandémie, c'était de dire, dès que ça peut être réalisé à distance, on organise du télétravail et du travail à distance et on ne vient pas sur site. Donc là, la décision a été assez vite prise pour beaucoup, c'est de dire tout ce qui peut se faire à distance, de toute façon, on le fait à distance. Par contre, il y a certaines activités, quand on est dans une activité de production industrielle, en général, c'est compliqué de le faire à la maison. Donc, il y a bien des présences sur site, et là, il faut avoir identifié toutes les mesures de protection spécifiques à l'activité qu'il va falloir mettre en ordre. Et dans tous les cas, donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? On l'a vu avant, quelles sont les personnes qui vont être disponibles, qui on va mettre ou pas en activité partielle, qui on va mettre ou pas en télétravail, quelles sont les personnes qui de fait nous informent qu'elles vont être en arrêt de travail, c'était le cas là pour garde d'enfants, pour situation physique compliquée, pour voilà, toutes les situations d'arrêt de travail qu'on a connues, toutes les personnes qui déjà peut-être étaient absentes et indisponibles, et puis toutes les organisations qu'il va de toute façon falloir nouvelles mettre en place, et c'est ce qu'on a connu notamment sur le fait de dire il faut étaler les arrivées, il faut prendre des pauses différemment. Donc on a un certain nombre d'organisations qu'il a fallu revoir, revisiter pendant cette période-là. Et là, toujours avec un intérêt de se tenir au courant aussi de l'information sociale, puisque ça a été quelque chose de très riche pendant le Covid, où on nous a changé l'organisation des congés, l'organisation des RTT, où la façon de gérer l'activité partielle ou les arrêts de travail était aussi modifiée. Donc on voit bien qu'il y a les décisions qu'on va être à même de prendre nous, mais il y a aussi le système législatif ou environnemental qui va impacter
et pour lequel il faut se tenir aussi toujours au courant, quoi. Donc, il faut qu'on adapte notre mode d'organisation pour répondre aux activités qu'on veut maintenir dans le cadre législatif existant. Voilà, donc là on est parti, on s'est organisé en interne pour que tout fonctionne. Il faut quand même qu'on révise à un moment donné, contractuellement ou structurellement, on n'a pas des choses qui à un moment donné vont venir nous impacter. Chez les clients, attention, hein, il peut y avoir clients ou fournisseurs d'ailleurs, hein, des clauses contractuelles qui peuvent venir apporter une pénalité importante dans le cas où on n'honore pas un contrat, dans le cas où voilà, on ne livre pas à temps pour un prestataire, un fournisseur, hein, on peut s'être engagé à lui prendre tel volume de pièces. Si à un moment donné on lui dit on ne le prend pas, on peut avoir aussi des contraintes liées à cela. Donc bien regarder ces points-là et penser absolument à les traiter, quoi, qu'on ne vienne pas rajouter un impact financier complémentaire sur ce qui existe déjà. Les assurances, tout de suite, hein, là ça a été le cas pour la pandémie, qu'est-ce qu'elles couvrent, qu'est-ce qu'elles ne couvrent pas, est-ce qu'il faut tout de suite faire une déclaration de sinistre ou pas, dans quelle mesure, voilà. Les banques, en cas de crise, c'est souvent un partenaire important et ça l'a été là, notamment par rapport à des ruptures un peu importantes de rentrée d'argent. Typiquement, déjà, est-ce qu'on est sûr qu'elles vont nous suivre? C'est poser la question là, des moyens de paiement alternatifs. Hein. On pouvait avoir un terminal de paiement, d'un seul coup, c'est mieux de le mettre en sans contact parce que c'est quand même ce qui est privilégié. Ou j'avais pas de TPE, bah, peut-être qu'il faut que je m'équipe d'un TPE parce que c'est ce qui est recommandé aujourd'hui. Donc voilà, il y a tout de suite des choses aussi comme ça. Et maintenir une relation avec ses partenaires essentiels, certains en ont certainement d'autres, hein, c'est quand même crucial. Et puis effectivement, ce qu'on disait, bon, c'est les conditions générales de vente, hein, qui est un peu relié au premier, attention à ce qui existe. Avec parfois, là on l'a connu nous, je ne vais pas rentrer dans le détail sur la résidence de tourisme, mais avec parfois des législations qui évoluent, et notamment quand on est en interaction avec des pays différents. Puisque là on peut avoir des mesures qui sont prises en France, mais qui ne vont pas être les mêmes dans d'autres pays, typiquement en Hollande, là où est implanté Booking, et qui nous dit, moi j'applique la législation hollandaise, je me moque de la législation française qui vous impose un certain nombre de choses. Donc voilà, donc là c'est aussi important d'intégrer tout cela. Et puis effectivement, la dernière étape et non la moindre, c'est qu'à un moment donné, on va quand même sortir de cette crise et donc il faut s'organiser. Comment on va s'organiser et comment on va préparer cette reprise? Quelles sont les conditions qu'on identifie pour pouvoir reprendre? De quel délai on va avoir besoin pour se mettre en situation de reprise? Et à un moment donné, notamment si j'ai été arrêté longtemps, à un moment donné, il faut que je vérifie que mes installations sont à même de m'autoriser à reprendre. Effectivement, j'ai été arrêté, typiquement toujours, c'est pas repris là, mais dans la résidence de tourisme moderne, on a une piscine, il y a des protocoles de reprise spécifiques, on a été arrêté plus de 15 jours, donc risque de légionellose, et il faut repasser la petite opération de contrôle de légionellose avant d'autoriser l'accès à la piscine. Enfin, c'en est qu'un, il y en a d'autres, mais notamment c'est celui-là qu'on ne pense pas forcément faire parce que ce n'est pas celui qu'on fait habituellement, quoi. Les contrôles habituels, on va y repenser assez rapidement, mais il peut y avoir des contrôles spécifiques qui sont liés au redémarrage des installations. Voilà, donc ce que je vous propose maintenant, c'est de balayer un petit peu ces étapes par rapport à la situation de la résidence de tourisme, qui va permettre de mettre un petit peu des exemples sur ce qu'on vient de voir en théorie. Donc je vais... Est-ce que je peux prendre... Bien sûr. Je prends la parole pendant que Alain va changer les slides et pouvoir nous montrer les PDF. Juste pour être clair, la démarche qu'il vient de nous présenter là, on doit la penser vraiment en amont. C'est, comme on dit, gouverner, c'est prévoir, ou bien préparer la guerre en temps de paix. C'est vraiment ça. On n'attend pas le début de la pandémie, on n'attend pas que le plan national soit mis en route pour avoir réfléchi à toutes les étapes et l'avoir structuré, l'avoir pensé.
Et si on avait fait tout ça, eh ben, on n'aurait pas découvert 15 jours après le début du confinement que nos assurances ne couvraient pas le cas de la pandémie, par exemple. Parce que si on avait bien préparé le PCA pandémie, on aurait posé la question. On se serait posé la question et on aurait vu que ça ne marchait pas. Voilà, c'est ça tout l'intérêt finalement de structurer ce genre de démarche et de la formaliser. Et vous avez vu, si vous étiez au webinaire précédent avec moi, j'aime bien les outils qualité. Donc, il y en a un qui est vraiment important, c'est PDCA, la route d'Eming. Donc, vous avez planifié que vous alliez organiser des PCA pour les différents types de crises qui potentiellement peuvent vous concerner. Vous l'avez écrit, c'est ce qu'on va voir maintenant. Et régulièrement, il faut le tester parce que des pandémies, on ne va pas en vivre, j'espère, tous les ans ou tous les 6 mois. Donc régulièrement, on doit tester, revoir les documents pour être sûr qu'ils sont toujours à jour et qu'ils suivent bien l'évolution de l'organisation de l'entreprise. Et puis, le mettre à jour si c'est nécessaire. Et voilà, je vois que l'écran Vous avez mon écran. Donc, voilà. Donc typiquement, là, sur le cas de notre résidence de tourisme, j'allais dire assez classique, on a une quarantaine de logements, des gens de réception, des gens de ménage, des supports techniques, une piscine, un restaurant, etc., etc. Des clients donc, qui sont principalement clientèle de particuliers et des fournisseurs divers. Voilà, donc l'idée, les deux premiers points qu'on avait vus tout à l'heure, c'est d'identifier l'entreprise dans laquelle on se trouve. Pour information, on a globalement 5 CDI et puis on tourne avec des CDD qui peuvent monter jusqu'à 5, 6, ça dépend. Voilà, donc responsable de la cellule de crise, effectivement, c'était moi-même en tant que président de la résidence et puis le directeur général en tant que suppléant. Et les personnes qu'on avait inclus dans cette cellule de crise, c'était le directeur de la résidence, et la personne qui a la réception, qui assure l'interface quand le directeur n'est pas présent, donc en tant que suppléante. Voilà, donc les éléments dont on avait absolument besoin pour travailler, là, c'est pas trop dur chez nous parce qu'on en a 5, mais c'est d'avoir la liste des salariés, qu'elle soit tenue à jour et qu'on ait notamment les contacts. C'est pas le tout d'avoir la liste, mais c'est comment je suis en mesure de contacter rapidement mes salariés. La liste des clients, vous imaginez bien, je ne vous dis pas combien on a de clients, donc là, on ne va pas faire la liste. Donc, ce qui était important pour nous, c'est de maintenir le lien avec notre comment ça s'appelle? Je ne vais pas le trouver. Celui qui nous permet de gérer nos hébergements, donc tout ce qui est planification d'hébergement, sur lequel on a aussi la liste des clients, donc qui s'appelle Medialog. Et donc, l'important, c'était de maintenir le lien avec eux pour être sûr qu'ils ne nous coupent pas les accès, ce qui nous permettait d'avoir les coordonnées de l'ensemble des clients. La liste des fournisseurs, effectivement, on a vérifié qu'on avait bien un accès aux fournisseurs stratégiques. Ça a été important, alors je vais en parler là parce que je ne sais plus si j'en reparle après, notamment pour informer rapidement les fournisseurs et notamment ceux qu'on ne pouvait pas payer, puisqu'effectivement, on s'est retrouvé assez rapidement en rupture de trésorerie. Et donc, il y a un courrier qui a été envoyé à tous les fournisseurs chez lesquels on avait des factures qu'on n'était pas en mesure de payer aujourd'hui pour les en informer et les informer aussi du délai qu'on aurait certainement à payer. Ça a été globalement très bien apprécié. Qu'on ait une liste des institutionnels avec lesquels on peut être amené à être en relation, et notamment pendant ces périodes difficiles, donc tout ce qui va être CCI, Chambre des métiers, CPME, MEDEF, enfin suivant l'organisation à laquelle on est adhérent. Je ne l'ai pas mis là, nous, il y avait aussi l'UMI, puisqu'on a eu beaucoup de communication via l'UMI. Et puis aussi les acteurs locaux, mairie, communauté de communes, préfecture, syndicat d'UDER aussi pour ce qui nous concerne. Donc les 3-4 numéros essentiels des gens avec qui il va falloir à un moment donné communiquer ou aller chercher de l'information. Voilà, donc ça c'était un petit peu les 2 premières étapes. Ça c'est des choses qui peuvent tout à fait, par rapport à ce que disait Sandrine avant, se faire en amont, Quel que soit l'objet de la crise, si ça s'est mis en place, ça sera valable dans tous les cas, Alors, je trouve mon étape 3, c'est bon, c'est toujours présent chez vous. Oui. Donc voilà, prévenir les risques et protéger la santé des salariés. Donc effectivement, les procédures de sécurité, quelles sont les questions qui se sont posées, alors qu'on a traité après plus ou moins rapidement, mais qu'on a détaillé. On a eu des procédures d'accueil des salariés, des procédures d'accueil clients, comment je circulais dans le bâtiment, et puis éventuellement les équipements communs, comment je pouvais gérer. Donc là,
On identifie qui va agir. Hein. Là, en l'occurrence, c'était le directeur du site qui était en charge de ça. Et l'objet, c'était en fonction des protocoles qui sortaient aussi, qu'il soit capable de rédiger, de prévoir les affichages et la formation-information de tout le monde à ce niveau-là. L'idée, c'était que tout ça, il fallait que ce soit en place avant qu'on ne reprenne, hein, puisqu'on a effectivement, nous, rapidement arrêté l'activité. On était en fermeture administrative. Et puis voilà, donc on a pu communiquer rapidement avec les salariés. Information et sensibilisation aux règles d'hygiène de base. On a été, comme je disais, arrêté. La seule chose qu'on a mis en place là-dessus, c'est de dire comment je vais réceptionner tout ce qui est colis, etc., dès la fermeture. Et donc, on a dédié une salle isolée, puisqu'on avait encore des réceptions qui arrivaient, quoi. Tout ce qui est protection du personnel, voilà. On a, c'est bon, j'en suis là. Ouais, bon, vaccination, gestes barrières, ça s'est fait, mais il n'y avait pas. On a assez rapidement, par contre, effectivement, fait le point avec le personnel, notamment sur ceux qui étaient dans des situations de risque de cas graves. Hein. Donc, pour les en informer qui prennent leurs dispositions. Sur les différents postes, effectivement, moi, j'ai pris en charge le fait d'anticiper et d'identifier les moyens dont on pourrait avoir besoin. Voilà, parfois en passant des commandes en amont, et même si, in fine, elles ne se sont peut-être pas avérées tout essentielles, mais au moins, on avait tout ce qui était nécessaire pour redémarrer, quoi. Et aujourd'hui, l'idée, ça a été de se dire, dès qu'on redémarre, il faut qu'on soit aussi à même, on en a parlé la dernière fois aussi, de faire un point régulier pour avoir bien à disposition ces équipements. Ce n'est pas le tout de les avoir au début, il faut s'assurer qu'on continue à les avoir. Comment les équipements sont mis à disposition, hein. À nouveau, je les ai, mais comment je m'assure? Donc là, il y a un kit qui est mis à chaque nouvel arrivant ou chaque fois qu'il reprend. Et puis voilà, donc ce que je disais tout à l'heure, on avait effectivement informé toutes les personnes qui étaient potentiellement susceptibles de revenir dans l'établissement de la liste, là, des cas graves. Donc, de mémoire, je crois que tout le monde allait voir son médecin et a validé qu'il était apte à reprendre. Et on a eu effectivement une salariée qui a été arrêtée. Et puis, là aussi, hein, par rapport aux mesures de prévention, l'activité partielle, ce n'est pas quelque chose d'inné pour les gens, puisque ce n'est pas leur fonctionnement. Donc, ça a été de se dire, pour assurer la sécurité de ces personnes-là, c'est d'être en contact régulier avec eux pendant l'activité partielle. Donc, mensuellement, il y avait un contact qui était pris avec les salariés pour s'assurer que ça se passait bien et qu'ils étaient dispo pour reprendre si on en avait le besoin. Donc voilà, donc là, ça a été essentiellement l'importance de la communication et de l'anticipation des moyens liés à la sécurité du personnel. La phase 4, donc, qui concerne plus la partie besoin, prestataire, activité nécessaire à la continuité de l'activité. Donc là, on ne va peut-être pas rentrer dans le détail. Voilà, c'était les fournisseurs essentiels, l'ensemble de nos clients, les banques avec qui le contact a été, hein, puisque déjà dès le début, on était en période creuse. Dès le début, on était à 0 en trésor. Donc forcément, il a fallu avoir un contact étroit avec les banques pour pouvoir continuer à vivre. Experts comptables, hein, bien sûr. Les missions qui ont continué, qui ont été identifiées, la présidence, puisqu'il y avait le contact notamment avec tout ce qui était externe et toutes les mesures qui se mettaient en place. On a complètement arrêté tout ce qui était personnel technique, personnel de ménage, et on a maintenu une activité sur la partie réception-direction, puisqu'on avait toutes les annulations clients qui arrivaient et qu'il fallait bien gérer. Là, c'est le directeur qui s'est occupé de ça, et on a assuré 2 à 3 présences sur site par demi-journée avec une seule personne toutes les semaines. Voilà, ça permettait à la fois ça de gérer les présences, mais aussi ce que je disais tout à l'heure, gérer la sécurité pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'incident au niveau de la résidence. Voilà, donc identification des ressources humaines associées à cette poursuite d'activité. Il nous fallait effectivement une réceptionniste qui soit présente avec un remplaçant possible. Ça s'est mis en place dès la fermeture de l'établissement.
Les personnes susceptibles d'être absentes, on avait identifié une femme de ménage, puisqu'effectivement, elle a été jugée par son médecin dans les personnes à risque et arrêtée. Donc, on savait qu'on devait s'organiser à la reprise pour trouver une ressource complémentaire. Alors, on n'a pas eu de souci particulier, nous d'absentéisme. On a gardé le contact et donc tout le monde était là au moment de la reprise. Un petit coup de plus. Les modes d'organisation. À nouveau, on n'a pas eu de choses particulières à gérer. Au niveau présidence et direction, nous, on s'est mis en télétravail. On n'a pas fait de procédure particulière. On est habitué à travailler comme ça déjà. Enfin, moi, je suis habitué à travailler comme ça et le directeur aussi, donc on ne l'a pas fait. On a une personne qui est arrivée en traitement, voilà, avec une organisation un peu dégradée, puisqu'elle venait globalement 3 demi-journées par semaine pour traiter les annulations clients. Là non plus, on n'a pas mis de procédure particulière. Ça concernait une personne avec laquelle on était en relation à chaque fois qu'elle était présente sur site. La phase 7, donc là aussi, c'est des choses qu'on peut sans problème prévoir un peu avant ou s'être interrogé avant. Je vais mettre un petit coup de plus. Voilà. Typiquement, passer en revue les clauses contractuelles fournisseurs, les clauses contractuelles clients. Notamment, nous, on était fortement impactés par l'ordonnance du 25 mars qui venait dire qu'on n'était pas obligé de rembourser, mais qu'on mettait des avoirs en place. Par contre, je peux vous dire que les clients, ils n'avaient pas la même information que nous et que ça a donné lieu à quelques échanges assez vifs. Les clauses contractuelles qu'on avait avec nos bailleurs, puisqu'on loue les locaux, on loue le bâtiment principal à un syndicat et on loue les cottages à des particuliers. Donc voilà, comment gérer ce problème de loyer, les couvertures d'assurance. Là aussi, le fait de relancer régulièrement, ils ont fini par nous verser un petit quelque chose. Les moyens de paiement, on en parlait tout à l'heure, mais le fait d'avoir gardé le contact avec les banques, ça fait qu'on n'a eu aucun blocage, malgré qu'on s'est retrouvé en situation de découvert assez importante. Le contact avec les institutions, le fait d'avoir des messages réguliers qui arrivaient de la CCI, de la CPME, de l'UMI, ça nous permet de bien être informés de toutes les aides locales et nationales. On a mis en place des aménagements de trésorerie avec nos banques. On a pu avoir le PGE, etc. Plan de com en interne, là toujours, avec nos associés qui sont les particuliers propriétaires et avec les salariés. Un petit peu de communication avec les clients et surtout être prêt là-dessus au moment du redémarrage. Comment je communique avec mes clients en phase de redémarrage. Voilà un petit peu. C'est des choses qu'on avait topées dès le début. Comment on allait communiquer avec nos clients au moment où on serait autorisé à redémarrer. Et comment on a communiqué aussi pendant la fermeture. Mise à jour du site internet, mise à jour message sur répondeur, messagerie, etc. Et la dernière étape, qui est l'étape de redémarrage, dans laquelle on est tout juste, nous. Donc nous, de toute façon, pareil, effectué à distance dans l'opérationnel, il n'y a rien qu'on peut faire. Ça a été la reprise sur site. Vous comprenez bien que le ménage, c'est compliqué de le faire à la maison. Enfin, si on le fait à la maison, ça ne nettoie pas les chambres qu'ont occupées les gens. Donc l'avantage, c'est qu'on avait déjà préparé le protocole. Le protocole avait été rédigé et communiqué. Et avant même la reprise, on a pu anticiper la reprise et faire venir les gens, puisqu'on avait besoin d'une semaine pour préparer la réouverture de la résidence au public. Donc nous, les gens ont été présents la dernière semaine de mai pour pouvoir réouvrir le 2 juin. On avait anticipé la réouverture qui s'est passée. Et donc, effectivement, les protocoles, c'est la rédiction de tout ce qui est procédure liée à la reprise, qui comprend notamment aussi les flux de circulation, la gestion des pauses en termes d'organisation particulière par rapport aux salariés. Voilà. Donc, c'était des extraits de ce qu'on a pu faire pour montrer un petit peu comment ou quelle forme peut prendre un PCA. Alors, je vais rendre la main ponctuellement à Caroline, parce que c'est elle qui peut nous libérer de cette prise de vue. Donc, ce qui est important, c'est effectivement, par rapport à ce qui a été montré là, pendant que Caroline nous rend la main,
C'est vraiment dans le PCA d'anticiper tout ce qui peut l'être. Il y a pas mal de choses qui peuvent l'être, en sachant qu'il y en a d'autres qui vont effectivement se décliner dans le détail uniquement une fois qu'on sera dans la situation, puisque voilà, gérer un PCA de pandémie, ça ne va pas être le même que gérer un incendie ou que pour ceux qui l'ont connu, de gérer la tempête de 99, qui prenait des aspects différents. Voilà, donc anticiper tout ce qui peut l'être et en tout cas, c'est être mis en situation tout de suite d'être opérationnel pour ce qui doit être géré au fil de l'eau. Je vais rendre donc la parole à Sandrine qui va présenter un petit peu rapidement d'autres types de crises auxquelles on peut ou on a déjà été éventuellement confronté. Oui, vraiment rapidement, parce qu'en fait, vous aurez dans le support que Caroline va envoyer les schémas que je vais commenter, parce que je pense que ça serait plus intéressant peut-être que vous mettiez vos questions sur le chat, qu'on ait un petit temps, là il est déjà 9h30, qu'on ait 5-10 minutes pour répondre à vos questions. Je vous montre comment ça marche. Pour chaque type de défaillance dont on a parlé tout à l'heure qui pouvait faire une crise, je vous ai reproduit ici des schémas que j'ai trouvés dans le fameux bouquin là, dont je vous parlais au départ. On est dans l'étape 6 en fait du PCA qu'a montré Alain tout à l'heure. L'étape 6, c'est quelles sont les alternatives. J'avais identifié mes besoins en termes d'activités essentielles, de ressources essentielles, de clients prioritaires, etc., etc. Comment je fais pour continuer l'activité si j'ai une indisponibilité des locaux ou bien pour la suivante, ça sera l'indisponibilité des ressources humaines, des systèmes d'information, la défaillance d'un fournisseur ou l'indisponibilité d'un outil de production. Donc, dans chacun des cas, pour la phase 6, voilà ce qu'on peut imaginer comme solution alternative. Donc, sur l'indisponibilité des locaux, ben, soit on a en interne, ce qui existe dans aucune entreprise, hein, un site interne dédié qui pourrait servir de remplacement. Bon, ok, si on a beaucoup de moyens, on a ça. Mais par contre, ça serait peut-être plus logique d'aller chercher, si on est dans le service, de partir sur un centre d'affaires, un centre de coworking pour installer nos équipes, voire même un hôtel avec des salles de conférence où on pourrait s'installer. On peut replier vers autres locaux là, sur ce cadre-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être qu'on a des activités qui ne sont pas essentielles et il y a des gens qui vont pouvoir peut-être télétravailler et d'autres qui vont prendre la place dans des bureaux qui seraient encore utilisables. Utiliser les salles de réunion, utiliser les salles de formation si elles sont encore en état. D'autres solutions, c'est le travail à distance, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, ou peut-être les services publics ou des confrères qui nous mettent à disposition des locaux, c'est une possibilité. Quand on est en crise, en situation de crise, on n'a plus du tout la même relation avec ses concurrents, ses confrères, les autorités locales. Il y a des choses qui se font qui ne se feraient pas en temps normal, donc il ne faut pas hésiter à demander. Notamment, par exemple, sur le dernier cadran, là, en bas à gauche, reprise de l'activité via peut-être de la sous-traitance chez des sous-traitants habituels ou peut-être chez des confrères. Moi, j'ai vu faire ça dans une autre vie. Et puis, si on est un grand groupe, on a d'autres sites en France ou en Europe, on peut aussi se dire qu'on va aller produire ailleurs. Donc, voilà un petit peu comment sont construits les différents schémas que vous avez à suivre et que franchement, 9h33, je ne vais pas prendre le temps de commenter. Vous pourrez y aller les voir et puis revenir vers nous pour poser des questions par rapport à ça. Là, je pense que ça serait vraiment bien si vous aviez 2-3 questions par rapport à ce qu'Alain a dit ou à la méthodologie, au déroulement. C'est à vous. Sur le chat plutôt, parce qu'on ne vous entend pas. Enfin, si Caroline vous entend. Attends, ouais. C'est un PCA, mais sans le formaliser par écrit. Faire après tout. Ah bah oui, ça serait vraiment bien ça, Karine. Quand on fait des choses comme ça, il faut vraiment formaliser. En fait, vous l'avez mis en place, vous l'avez un peu subi, il a été un peu imposé là par rapport à la crise. Formalisez tout ce que vous avez fait, critiquez-le aussi, faites un débrief avec les équipes un petit peu plus tard là, dès que vous avez le temps.
Et puis, maintenant qu'il existe, surtout, vous ne privez pas de le compléter avec les autres types de crises. Et puis, revoyez-le surtout régulièrement. Quand vous faites, si vous êtes en ISO, par exemple, mettez ça à l'ordre du jour de votre revue de direction annuelle, d'avoir revu avant tous vos PCA pour tous vos types de crises potentielles. C'est vraiment des outils extrêmement intéressants. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, là, dans les personnes présentes, qui ont mis en place les PCA? Anticipation, mise en place d'un PCA générique adapté en fonction de la situation rencontrée, absolument. En fait, la démarche en 8 étapes de Alain, elle marche pour tout. Après, par contre, les réponses vont être effectivement différentes et puis ce qu'on va aller chercher va être différent. Donc, il faut vraiment structurer. Premièrement, identifier quelle crise vous allez devoir affronter, quel type de défaillance vous concerne. Et pour chacune d'elles, vous déroulez les 8 étapes et vous formalisez tel qu'il l'a fait sur un tableau Excel ou dans une procédure, peu importe, ou un flux, ou une fiche, ou n'importe quoi. Mais vous devez effectivement l'adapter. Oui, juste pour compléter, je pense que c'est important de façon de formaliser. Vous verrez ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir un support d'avoir mis en place un support type, parce que du coup, ça vous permet de dérouler et de pouvoir le gérer dans tous les cas. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des choses qui sont de toute façon communes à toutes les situations que vous serez amené à rencontrer. La liste des salariés, la liste des fournisseurs, l'identification des clients importants, tout ça, vous les avez toujours, quelle que soit la crise. Donc, il y a des items où vous allez pouvoir complètement compléter votre déroulement. Il y en a d'autres qui seront, dans un premier temps, on va dire un petit peu des pages vierges, mais au moins, vous avez identifié les questions que vous aurez à vous poser quand vous serez en train de mettre en place votre PCA. Et c'est ça qui est effectivement important. Renseigner tout ce qui peut l'être et qui est générique et envisager les différentes situations pour ouvrir, même si c'est des pages vides dans un premier temps, ouvrir les questions qu'il faudra se poser. Je reprends juste sur un point, hein, c'est qu'on n'aura pas toujours la liste des clients, la liste des fournisseurs, la liste du personnel. Si on a un incendie, si on a un bug informatique, on ne les a plus. Donc, on doit réfléchir pour savoir est-ce qu'on a les bonnes sauvegardes faites au bon moment, oui, accessibles. Pour moi, quand on les a, c'est comment on s'assure qu'on les a. Ouais. Et Catherine, une filiale, par exemple, contrôlée par une société mère qui met en place un PCA global, peut-elle faire prévaloir son propre PCA? Ah bah, là, oui, parce qu'il est propre à vous. Probablement, il va s'imbriquer dans celui de votre maison mère et il va être cohérent avec celui des sociétés sœurs, mais il est propre à vous. Vous avez vos propres listes de clients, vous avez surtout les moyens. Les possibilités de repli dans votre village, ce n'est pas les mêmes que celui de l'usine qui est en Allemagne. Donc, vous allez être un morceau du PCA global, je pense. Ouais, Olivier, oui, de sauvegarde. Ouais. Et puis, vérifiez régulièrement que c'est bien fait. Parce que les sauvegardes quotidiennes, des fois, les gens, ils prennent un peu des libertés. Donc, faites des petits audits de temps en temps pour être sûr que vous avez bien les bonnes sauvegardes. Hein. Avoir le modèle de PCA. Ah, monsieur Alain. Ça dépend de ses ressources financières. Alors, pour ce qui est de le modèle de PCA présenté, je pourrais vous diffuser quelques slides. C'est un outil qui a été développé par bras droit des dirigeants, donc je ne peux pas le diffuser spontanément. Par contre, je pourrais vous extraire quelques slides de ce qui a été présenté concernant la résidence de tourisme. Il est généreux, Alain. Karine. Bon. D'autres questions, d'autres interrogations, précisions? Il faut dire que c'est un mec parler qu'écrire. D'autres questions? Tout est clair? Tout le monde? Et merci à toutes et tous pour votre attention. Un grand merci à Sandrine et Alain pour leur intervention de qualité comme
Une bonne journée à tout le monde. Et puis, nous avons encore 2 webinaires RH jusqu'au 7 juillet. Donc, n'hésitez pas à aller consulter les sujets s'ils vous intéressent sur le site de la CCI. Et puis, on vous envoie le support comme d'habitude avec le replay. Et puis, si vous pouvez prendre une petite minute pour, voilà, comme d'habitude, pour répondre au questionnaire de satisfaction, ça nous aide toujours, nous, à avancer, à prendre en compte vos questions, vos interrogations, et c'est toujours source d'amélioration pour nous. Une bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous et à votre disposition. Au revoir.